bienvenue aux Beaux-Arts de Paris, bienvenue dans la programmation culturelle Penser le présent. Et nous sommes honorés ce soir d'accueillir Patrick Boucheron. Patrick Boucheron, vous êtes historien, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Et d'ailleurs, je crois que votre cours cette année portera sur les lieux de pouvoir à partir du mois de janvier. Vous êtes spécialiste d'histoire politique, culturelle, monumentale des villes italiennes à la fin du Moyen-Âge. Vous leur avez consacré de nombreux ouvrages, dont celui-ci, Conjurer la peur, essai sur la force politique des images. Sienne, 1338, et la date de 1338 est importante puisqu'elle fait référence à la peinture de Lorenzetti appelée la fresque du bon gouvernement, mais plus exactement l'allégorie et effet du bon et du mauvais gouvernement. Et on peut la voir au Palais public de Sienne, dans la salle des Neufs. Alors on en parlera sans doute ce soir au cours de votre conférence. Comme vous l'écrivez, vous tentez parfois de faire avec de l'art une histoire qui n'est pas exactement une histoire de l'art. Et je pense qu'on y reviendra également. Vous avez collaboré avec de nombreux metteurs en scène, Mohamed El Khatib, autour des boules à neige, où vous avez présenté ensemble cette performance boule à neige, avec Thomas Joly, plus récemment, pour une certaine cérémonie qui s'est tenue à l'été 24 à Paris. Vous animez l'émission de radio sur France Culture Allons-y voir. Je sais que beaucoup d'étudiantes et d'étudiants dans la salle l'écoutent régulièrement. Et vous avez animé l'an dernier des sessions d'autodéfense contre les images au Théâtre de la Concorde. Et c'est justement en lien avec le thème de la conférence que vous nous proposez ce soir, qui s'intitule « Il faut défendre la société contre les images ». Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour ces mots trop aimables d'introduction. Vous dire évidemment combien je suis heureux, honoré et intimidé d'être parmi vous. Et pour toutes les raisons qui ont été dites, je ne vais pas effectivement faire semblant de faire avec les images autre chose qu'une histoire du pouvoir depuis ce que je sais un peu moins mal que le reste, depuis le Moyen-Âge, mais un Moyen-Âge évidemment qui pour moi est proprement intenable, enfin je veux dire qui ne tient pas en place et qui déborde constamment, et c'est pourquoi effectivement cette histoire depuis le Moyen-Âge me va assez bien. Ça marche plus? Il n'a pas tenu longtemps, hein, quand même. Hein. Celui-là non plus. 1, 2, 3. Oh là! Très bien. Depuis le Moyen-Âge, se posait la question, oui, de l'efficace des images, en effet de leur performance, sans doute de notre capacité à y résister, d'où peut-être effectivement, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, ce titre. Alors moi j'avais, oui c'est à peu près le même, sauf que j'avais quand même mis mon nom plus petit que le titre, hein, voilà, un titre qui sent un peu trop sans doute son néo-foucaldisme d'atelier, mais qui veut dire quelque chose, que justement il ne faut pas croire que les images dans notre vie quotidienne de citoyennes et de citoyens nous veulent toujours du bien. Elles nous environnent, elles nous hantent, elles nous ensorcellent, parfois elles nous charment, mais ça peut être pire, surtout quand, évidemment, on fait résonner ce terme de charme dans toutes ces acceptions médiévales qui vont de la magie à la chanson, et qui nous amène effectivement à considérer que les plus imposantes de ces images, vous parlez de propagande, les plus imposantes de ces images ne sont pas nécessairement les plus véhémentes, mais celles qui s'insinuent sournoisement, celles qui, en somme, nous environnent davantage qu'elles nous dominent. Et je voudrais vous dire effectivement qu'en tant que médiéviste, je ne me sens pas dépaysé par cette expression de propagande. Au fond,
elle vient d'une conception religieuse de la vérité qui se propage comme la foi. Propaganda fide, c'est ce que ça veut dire. Mais pour ne pas être trop long sur une introduction rhétorique, je voudrais juste dire depuis quelle expérience je vais m'adresser à vous ce soir. Depuis, vous l'avez dit, cette expérience participative de cet atelier d'autodéfense contre les images que j'ai animé plusieurs fois, d'abord à Toulouse, au Festival d'Histoire à venir, et puis plusieurs fois au TNB, au Théâtre National de Bretagne à Rennes, et puis aujourd'hui au Théâtre de la Concorde à Paris. Le projet était très simple, il était improvisé. Je demandais à celles et ceux qui voulaient bien me suivre et m'écouter de venir, il y avait un petit dispositif très simple, de venir avec des images et d'apprendre ensemble les gestes qui sauvent face à ces images, devant elles, contre elles ou tout contre elles, essayer de saisir une manière au fond de feinter avec elles ou de prendre position, aurait dit Georges Didier Huberman, c'est-à-dire au fond avec ce pas de côté qui nous permet de ne pas nous laisser dominer par les images. Alors, évidemment, ça ne vaut pas un sondage, mais depuis quelques années que je fais cette expérience, c'est comme, en somme, un sismographe de nos hantises. Le plus courant, c'est des gens qui viennent avec des images de violence. Les migrants, évidemment, la crise de l'accueil, la guerre, c'est ce qu'il y a de plus dominant. Mais je préférais quand ils venaient avec quelque chose qui est plus difficile, au fond, d'appréhender, ou auquel il est plus difficile de résister, par exemple, voilà, des images mignonnes, le kawaii des chats sur Internet. Et là, il me posait des questions. Je n'avais évidemment pas de réponse. Il s'agissait d'un atelier participatif auquel, effectivement, on tentait de participer toutes et tous ensemble. Comment se prémunir, au fond, de cette facilité, de cette joliesse des images qui nous environnent. Là, évidemment, ça là paraissait tout à fait détendu, mais l'atmosphère l'était moins détendue quand, par exemple, quelqu'un est venu avec cette image. Cette image, vous la reconnaissez peut-être, c'était une image qui a couvert les murs de nos villes. Et là, on commence effectivement à s'adresser à notre sujet, de comment, au fond, s'imposer par une visualité qui n'est pas agressive, qui est au contraire dans sa culture visuelle entièrement aimable, mais qui évidemment est là pour produire un effet. Cet effet, c'était effectivement dans l'histoire de l'art, le fait de voiler pour donner à voir, finalement, c'est vieux comme ce qu'on a sous les yeux, eh bien, il a, dans toute une série photographique, il a montré des SDF, des drapés dans des habits de fortune. Et alors, quand on voit ça, on pense, le cœur serré, à ce que veut dire précaire, combien ça vient de praex, le latin qui dit à la fois la prière et la fragilité, et quelle incroyable, obstinée, révoltante ténacité des êtres humains est disponible pour rendre tout lieu inhabitable habité quand même. Ce ne sont pas des images malgré tout, c'est une habitabilité malgré tout. Je vois cette image, j'en suis ému, je me méfie en même temps de son esthétisme,
je le reconnais pour ce qu'il est, c'est-à-dire effectivement un code visuel qui drape à la fois pour voir et pour ne pas voir, jusqu'au moment où, de la sidération, au moment où je comprends qu'en vérité, parce que je reconnais non pas les pavés, mais la bordure du trottoir, que cet homme-là était au pied de chez moi, littéralement. Parce que j'habite près, à un endroit où il y a beaucoup de migrants, et je crois qu'en réalité, je les avais vus, puis je ne les avais plus vus. J'avais donc, sans doute, je m'étais protégé, et je ne connais pas son nom, de celui qui dormait près de chez moi, protégé que j'étais par toute une série de mécanismes mentaux d'une réalité que je ne voulais plus voir et que j'ai vue, comme c'est honteux, au musée. Il a donc fallu, quand je disais déléguer sa colère, il a donc fallu qu'un photographe vienne au pied de chez moi sans que je le sache et que j'aille le voir à Marseille, loin de chez moi, pour reconnaître ce que j'avais sous les pieds, sous les yeux. La capacité, en somme, à ne pas voir est la plus puissante des pulsions politiques. Mais la capacité aussi à comprendre qu'on peut très bien ne pas voir, mais qu'on ne peut plus ne pas voir ce qu'on a vu, qu'une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus ne pas le voir, c'est aussi effectivement quelque chose qui est, à mon avis, au cœur de l'idée de propagande. Oui, la propagande, c'est cette question qui nous intéresse, et cette question que moi, comme historien de la monumentalité, vous l'avez dit, avant d'être intéressé aux images, je me suis d'abord intéressé au pouvoir de bâtir, à cette expression monumentale des pouvoirs, et il m'en a fallu du temps, en lisant notamment des théoriciens de la Renaissance, en lisant Alberti, en essayant de comprendre ce que bâtir veut dire, en essayant de comprendre comment, au fond, on ne peut pas, comme le disait Paul Veyne, juger une société à sa mine. On ne peut pas se contenter de dire c'est grand, c'est haut, c'est dominant, c'est majestueux, comme si effectivement on faisait une confiance sans borne à l'impression visuelle que nous font les monuments aujourd'hui. Tout cela, effectivement, méritait d'être travaillé, et avec une idée simple, c'est que quiconque travaille sur une société doit adopter l'herméneutique contemporaine de cette société. Ça paraît simple, mais le classicisme étant ce qu'il est, dominant nos esprits, tous les médiévistes, par exemple, interprétaient implicitement ou non les images dont ils prétendaient se faire les analystes en fonction d'une sémiologie qui est la sémiologie classique, celle, ou disons celle de Louis Marin, c'est-à-dire un signe est une mise en puissance de la force. Voilà. Qui est évidemment une sémantique qui a son sens à Port-Royal, mais qui n'en a aucun au Moyen-Âge, où le Moyen-Âge est effectivement à la poursuite de l'invisible et où un signe, chez Augustin par exemple, n'est rien d'autre effectivement qu'un partage du sensible, qu'une participation à non seulement une interprétation, mais en somme une émotion. Bon. Pour le comprendre, il fallait effectivement saisir comment ces fausses évidences de la topographie ou du haut et du bas pouvaient finalement nous
nous faire dériver, nous éloigner de la vérité de la représentation. Moi, je le dis franchement, ce qui a été déterminant pour moi, étudiant, c'était la lecture, je viens de le citer, de Paul Veyne, et de la manière dont il a déconstruit la notion de propagande à partir de ce qui était pourtant son fétiche, c'est-à-dire la colonne Trajane à Rome, qui est monumentalisée dès le XIIe siècle, puisqu'on a un décret du Sénat romain du XIIe siècle qui dit que cette colonne est érigée jusqu'à la fin des temps. Et qu'on lui applique, sans y penser, une herméneutique de la lecture. On a même faim de croire que les Romains s'y intéressaient tant qu'ils faisaient 20 fois le tour de la colonne en montant sur des escaliers pour se décrire, décrypter les scènes militaires de la campagne de Trajan en Dacie. Et ce que disait Paul Veyne était tout simple. Il disait « Une image fonctionne toujours à 10% au mieux de sa capacité. N'imaginez pas que les Romains, dont la ville était elle-même saturée, sinon d'images, du moins d'écriture, se sont plus intéressés à la colonne Trajane que nous nous intéressons à la colonne Vendôme. Colonne Vendôme, vous savez, sauf si vous êtes historien de l'art, vous savez que ça parle de Napoléon, et vous savez surtout, vous le voyez, vous l'éprouvez, que ça parle au-dessus de vos têtes. Exactement comme dans une cathédrale, les vitraux sont des grands récits inaccessibles, qui ne fonctionnent qu'en tant qu'ils sont inaccessibles, qui n'ont pas à être décrits, détaillés, décryptés, comme si on devait les lire. Ce que dit Paul Veyne, c'est que tous les pouvoirs n'ont pas un égal intérêt à la propagande, c'est-à-dire à exposer leur justification. Ça, exposer sa justification, c'est un programme républicain. Persuader, convaincre, propager une croyance politique. Et dans ce cas-là, évidemment, ces régimes reprennent la propagande religieuse. Mais pour les programmes des pouvoirs autoritaires, on va dire, comme l'Empire romain, il n'est nulle question de se justifier. Il suffit de s'exprimer. Et l'expression de soi n'a pas à être justifiée. Le roi est roi aussi sûrement que le lion est lion, et si le lion est un lion, il déploie sa crinière, mais il ne déploie pas sa crinière pour convaincre qu'il est un lion. C'est un lion. Et comme c'est un lion, il s'exprime comme un lion. Donc il n'y a pas de propagande impériale, il y a une expression impériale de la puissance qui sera d'autant plus persuasive qu'elle parlera au-dessus de nos têtes. Ça, c'était le truc clé. Et Paul Veyne disait, ben voilà, la colonne Trajane, c'est comme dans les régimes autoritaires, les haut-parleurs qui gueulent des slogans que plus personne n'écoute, mais qui saturent l'espace public. Évidemment, c'est sacrilège de dire ça dans une école d'art parce que Louis XIV en a fait le déroulé de ces scènes en spirale l'a évidemment
considérée dans tous les sens du terme comme une image à reproduire, une image à détailler, et on a fait les grands albums que vous connaissez, que nous connaissons, et qui nous font croire que cette image est à lire. Et c'est là d'ailleurs qu'on retrouve Louis Marin, étudiant non pas la colonne Trajane, mais les albums de l'Académie de France qui en avaient fait la restitution dépliée, dans son grand article sur lisibilité et visibilité de l'image, montrant au fond qu'on a tort d'inférer la visibilité à la lisibilité, que voir, c'est peut-être le contraire de lire. Que, en tout cas, il n'y a pas lieu de penser que toutes ces images devaient être lisibles pour être efficaces. Elles l'étaient efficaces à mesure de leur présence et non de leur clarté, non de leur lisibilité. Et même, ça peut être l'inverse. Voilà, ça c'est quelque chose qui me paraît absolument fondamental pour saisir ce que peut être une anthropologie réaliste. C'est pas du tout sophistiqué ce que j'ai à dire, c'est assez simple. Une anthropologie réaliste de la performance des images liée au fond à un gradient de conviction ou non dans l'idée même de propagande. Sachant qu'un cérémonial de grandeur, eh bien, déploie un message qui n'a pas à être lu, qui n'a même pas à être commenté, comme le disait Arlette Farge, c'est le contraire au fond des cérémonies de l'information, il faut que tout soit montré pour que rien ne soit dit. Évidemment, cette manière de saisir, très liée évidemment à l'histoire même de l'histoire de l'art, une relecture par le XVIIe siècle, par l'Académie, dans tous les sens du terme, de l'art romain, eh bien, elle saute à pieds joints sur le Moyen-Âge, c'est-à-dire ce dont je veux dire un mot quand même ici. Ça, c'est le tympan de Conques. Conques, 1140, un des programmes les plus spectaculaires et audacieux de l'architecture romane en un lieu qui est un lieu de pèlerinage absolument majeur parce que ici, à Conques, une sainte, enfin, là, le reliquaire d'une sainte fait des miracles. Je vais y revenir dans un instant. Grande bibliographie sur ce tympan de Conques, mais un livre majeur pour moi, qui est le livre de Jean-Claude Beaune, qui s'appelle L'art roman de face et de profil, qui en décrit la grammaire, la structure et l'audace. Pourquoi l'audace? Parce que il ne faut jamais oublier qu'il y a un iconoclasme latent dans l'Occident médiéval qui a réservé l'usage des images à un tout petit nombre de fidèles, mais fidèles au sens où, évidemment, fides veut dire à la fois foi et fidélité, c'est-à-dire la fidélité à son Seigneur. L'image, vous savez, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais vous savez que l'ambiguïté de la théologie des images en Occident, eh bien, est dépendante de cette crise du 7e et 8e siècle, dont Peter Brown a montré que c'était une crise de surproduction du sacré entre l'Orient et l'Occident, et avec une bifurcation majeure entre un Orient qui va concentrer le sacré dans les icônes
et un Occident qui va concentrer le sacré dans les reliques. L'une ou l'autre étant deux manières de localiser, c'est un locus au sens fort, un sacré qui, sinon, déborderait. Donc, dès le concile de Francfort de 794, en réalité, le christianisme occidental, en réaction à l'icône byzantine, est raisonnablement iconoclaste. Je veux dire, prône un usage faible des images, un usage réservé. Et c'est par toute une série de médiations et de transgressions qu'à partir du XIe et surtout XIIe siècle, pour ordonner, pour exclure, l'image sort des livres, sort des trésors, sort de l'orfèvrerie pour s'afficher à la porte des églises, au seuil, au tympan. Ordonner et exclure, ai-je dit, 1140, c'est le moment effectivement de la naissance de la société de persécution, et ce qui est extraordinaire évidemment dans la sculpture romane, c'est qu'on voit comment, en somme, eh bien, le grand geste, alors vous parlez de Jean-Claude Schmitt a écrit effectivement ce livre sur la raison des gestes, qui montre qu'il y a deux gestualités diaboliques dont on doit se méfier. Il y a la gestualité, il y a la gesticulation infernale, et puis il y a la sidération des damnés, et que entre les deux, il y a le geste économe et puissant d'un geste, d'une main. Dieu sépare le monde entre les damnés et les élus à un moment où il n'y a pas encore de tiers lieu ni de tiers temps, c'est-à-dire du temps d'avant le purgatoire. 1140. Alors évidemment, vous avez vu que tout est ordonné, que dans les cieux au paradis on se tient à carreau, et que la difficulté finalement c'est que la partie infernale est beaucoup plus agitée mais beaucoup plus séduisante. Et dès le XIIIe siècle, on a des transgressions aristocratiques. Le plus fameux, c'est le chant de fable d'Aucassin et Nicolette, c'est-à-dire une littérature laïque qui, devant ces images, résiste à la propagande ecclésiale et qui dit, ça c'est Aucassin et Nicolette, eh ben si c'est ça le paradis, pardon, mais moi je veux être en enfer. Je veux être avec les beaux chevaliers, avec les belles dames toutes nues, c'est là où je veux aller, et tant pis s'il fait un peu chaud, il n'est pas question pour moi de rester confiné dans ce paradis carcéral. Bon. Et ça c'est extraordinaire, parce que là encore, vous voyez comment les historiens, pas seulement les historiens de l'art, surtout les historiens d'ailleurs, prêtent aux images une efficacité qu'elles n'ont pas en fait. Il y a un témoignage extraordinaire de Giordano da Pisa, qui est un prédicateur du début du XIVe siècle en Italie. Alors vous voyez, en Italie, un prédicateur, s'il veut faire peur, s'il veut faire croire en faisant peur, s'il veut effectivement faire une prédication par l'image, il a du bon matos, quoi. Il a tout ce qu'il faut sous la main. Et alors, il l'avoue, moi, j'y arrive pas. Je suis désolé, j'arrête. On a l'impression de lire, avec Giordano da Pisa, le récit d'un prof qui abandonne, quoi. Il dit, moi, j'y arrive plus, ils ne m'écoutent plus. J'essaye de leur faire avoir peur de l'enfer, ils rigolent. Ils disent que c'est pas pour eux, ou que c'est pas comme ça. Ou alors, si c'est pour eux et si c'est comme ça, ben tant mieux. Ça a l'air marrant. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez intéressant de voir que ces images normatives, il faut en faire une lecture non normative.
Et pourquoi ce livre, qui pour moi a été un livre déclencheur, s'appelle L'art roman de face et de profil, c'est parce que si dans sa frontalité, voilà, je vous l'ai fait voir en son entièreté, le tympan de Conques, c'est une extraordinaire architecture du salut où se distribuent avant le purgatoire, évidemment, les damnés et les élus. Mais si justement on fait un pas de côté, parce que tout ça est quand même un petit peu en relief, et si on regarde en lumière frisante, eh bien on voit que la petite... il y a un petit personnage ici qui est du côté de l'enfer, et que Sainte Foy, justement, la petite sainte, tire de l'autre côté parce qu'il y a manifestement un passage. Il est étroit, il est non dit, il n'existe pas théologiquement, puisque ce passage, ça va être évidemment le purgatoire. Personne n'a jamais écrit quelque part qu'il y a un lieu où on peut passer de l'enfer au paradis. Mais c'est montré. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est là où on peut effectivement se défendre contre les images, voir où ça baille, voir où il y a effectivement cet entretemps, cet entre-deux, où ça fuit. Et là, on a, me semble-t-il, la clé de ce que des historiennes et des historiens du pouvoir comme moi peuvent attendre des images, non pas qu'ils illustrent ce que l'on sait déjà, mais qu'ils trahissent quelque chose que personne ne se disait alors, tant il est vrai que, comme l'a dit Hubert Damisch et tant d'autres, une image ne représente pas le monde, elle travaille à le transformer. Et cette transformation du monde, qui était en gésine, en devenir, en 1140, eh bien, elle est ici rendue disponible et accessible. Alors, je l'ai dit, tout cela, dans le Rouergue, à Sainte-Foy de Conques, sanctuaire de la majestas, de la majesté de Sainte-Foy. C'est-à-dire d'une relique. La relique d'une petite fille, c'est une sainte pas ordinaire, Sainte-Foy. C'est une enfant, ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup d'enfants saints, mais ce sont ce que la géographie appelle des puer senex. C'est-à-dire qu'ils sont jeunes, ils sont déjà très vieux. En tout cas, ils ont une maturité effrayante. Sainte-Foy, c'est tout à fait atypique dans le christianisme. Elle a 14 ans et elle a 14 ans. Elle fait des miracles de petite fille. Elle multiplie les bracelets, elle redonne la vue à son âne, elle fait les choses qui l'amusent et qui ne servent à rien. En revanche, quand les chevaliers lui demandent de faire des miracles utiles, alors elle se dérobe. Il y a dans les miracles de Sainte-Foy une visée sans doute anti-chevaleresque. Bon. Cette image, cette relique, ce reliquaire, cette âme, cette majesté, vous regarde avec ses yeux de guêpe, écrivait Georges Duby, et fait des miracles. On est en Auvergne, quoi. À Paris, où sont les écoles, où est le savoir, un écolâtre, un intellectuel, Bernard d'Angers, apprend qu'une statue fait des miracles à Sainte-Foy de Conques. Il descend pour aller voir. Il ne veut pas voir. Il veut briser l'idole. Il veut détruire la statue,
il veut vaincre une superstition, on est effectivement dans ce moment qui est un moment de réaction anti-iconique du fait de l'iconoclasme latent du christianisme occidental. Et ça, on le sait parce qu'on lit le livre des miracles de Sainte Foy de Conques, et on lit le livre des miracles de Sainte Foy de Conques de Bernard d'Angers. Donc si on le lit, on comprend qu'il a été lui-même converti. Il descend dans le Rouergue pour casser des idoles et il est pris. Il ne sait pas résister à l'image. Et la manière dont il décrit, alors qu'il arrive avec son disciple, il fait le malin, il joue aux Romains, il dit qu'il va effectivement briser des idoles païennes, et puis il arrive, et devant ses yeux de guêpe, il est pris, il est littéralement pris, embobiné. Et d'une certaine manière, c'est une défaite de la pensée, puisqu'il venait pour ne pas croire, et finalement, il est pris dans la croyance. Mais la manière dont il décrit sa conversion est assez extraordinaire, puisqu'il dit à ses collègues intellectuels, écoutez, allez voir, allons-y voir. Ne jugez pas sur simplement votre dédain culturel. Moi, je n'y croyais pas, j'y ai été, maintenant j'y crois. Là, il y a, je trouve, quelque chose de tout à fait puissant pour comprendre comment une image vous happe et de quelle façon, en somme, elle prend possession de votre entendement. Alors, je suis évidemment beaucoup trop long. Si vous le voulez bien, nous n'allons pas aller à Sienne, puisque, bon, je l'ai déjà dit un certain nombre de fois, mais il est évident que la peinture politique peinte par Ambrogio Lorenzetti dans le palais public de Sienne en 1338 est bien autre chose qu'une œuvre de propagande, puisque si elle ne fonctionnait que pour défendre un régime politique, le régime des Neufs en 1338, menacé par la seigneurie et qui de fait tombe en 1355, si ce n'était que ça, nous ne la verrions plus. Il n'y a pas sinon dans les musées d'avenir pour une affiche électorale une fois le scrutin passé. On la déchire et on passe à autre chose. Non, là, il y a quelque chose qui a résisté. Il y a quelque chose qui s'est actualisé. Ça se passe depuis 1338. Depuis 1338, on ne cesse de promener sur cette paix qui a tout de la pose mélancolique, qui est sous le regard duquel se déploie la ville heureuse, eh bien, on promène sur cette image, depuis le XVe siècle, un regard qui ne cesse d'en réactualiser la portée, si bien, par exemple, que la partie qui est la partie que j'ai regardée le plus intensément, précisément parce que c'est celle qui était toujours négligée par les études historiques et artistiques, c'est-à-dire la partie mauvaise, la partie dégradée, la partie sinistre, la partie funeste, la mort, l'incendie, les troupes blêmes, fantomatiques qui dévalent les collines pour mettre le feu à la ville, la partie, j'allais dire, réaliste, parce que ça ressemble à ça,
l'Italie communale du XIVe siècle, c'est celle qui effectivement ne cesse de réaliser sous nos yeux une puissance intacte d'actualisation. Si bien que être historien de cette image ne consiste pas simplement à reconstituer l'événement visuel de 1338 et dire « ça a eu lieu en 1338 », ne consiste même pas simplement à dire « il y a toute une gamme d'interprétations qui, depuis 1338, enrichissent constamment notre regard », mais de se situer entre les deux, depuis effectivement cet entretemps où on peut dire que finalement, au moment où vous rentrez dans la salle de la paix du palais public de Sienne, vous êtes l'image et vous, contemporains, de plein pied. Et que le plus fragile, c'est pas elle, c'est vous. Elle était là avant vous, elle sera là après vous. Et donc, vous ne faites que la croiser. Et que de ce croisement naît un moment dont vous êtes maître. Et comment résister à l'image ? Comment se défendre contre la force d'attraction de l'image? C'est très exactement ce qu'a peint Lorenzetti. Tout le monde dit oui, c'est la paix et la guerre, c'est la commune et la seigneurie. Et d'ailleurs, il a montré combien le pouvoir seigneurial était hideux, comment il était un monstre cornu et louchant comme le tyran dans le théâtre de Sénèque, sauf que le théâtre de Sénèque est un théâtre de masques. Et que le tyran qui est là, c'est pas seulement qu'il est masqué, c'est qu'en fait il est démasqué. Il est comme effectivement Chaplin dans Les Feux de la Rampe, démaquillé. C'est Walter Benjamin qui disait au fond que la photographie démaquille le réel. Et ce qui est donné à voir par Ambrogio Lorenzetti, en somme, ici, c'est pas la figure honnie du tyran, parce que le problème, c'est que si les tyrans ressemblaient à des tyrans, ils seraient moins dangereux, on serait prévenus. Non, non, c'est le moment où en fait la face aimable de la tyrannie a été arrachée, et il montre qu'à ce moment-là, eh bien, quand un tyran se démasque, c'est la peau qui part avec le masque et qu'il est impossible à démaquiller, en somme. C'est-à-dire, au fond, pour comprendre, pour résister à la force d'attraction de cette image, il faut saisir comment elle ne nous montre pas tout, comment elle comment, au fond, sa violence consiste à faire croire qu'il n'y a pas de hors-champ. Voilà. Parce que Serge Danet, inoubliable critique de cinéma, comme vous le savez, définissait profondément comme la différence entre l'image et le visuel. L'image a un hors-champ, le visuel publicitaire est plat, lisse et fait croire qu'il n'est pas ambivalent. C'est très difficile de dire, voilà, ici on montre pour décrire finalement que ce qu'il y a de plus pernicieux dans l'image, c'est ce qu'elle ne montre pas, de même que ce qu'il y a de plus dangereux dans la tyrannie, c'est la sourde attirance qu'elle exerce sur les esprits.
quelle était l'intention de l'artiste? On ne le saura pas, puisque, comme vous le savez, D'Ambrogio Lorenzetti, qui était pourtant un peintre savant, mais dont on n'a pas... voilà, qui, contrairement à Pietro, son frère analphabète, est un artiste politique qui intervient dans la vie civique de sa cité, Sienne, mais le programme, il nous est inconnu, en tout cas il n'est pas documenté, donc l'intention de cette image, on ne peut simplement que l'inférer à ce qu'on comprend de sa portée. Et quand bien même elle serait documentée, comme on le sait, effectivement, la force d'une image, elle déborde de beaucoup l'intention de ses auteurs. Et de fait, puisque vous m'avez fait l'amitié de rappeler que, par ailleurs, étant un historien qui considère que c'est aussi faire œuvre d'historien que de produire des imaginaires et des imaginaires sociaux, j'ai moi-même produit quelques images, certaines qui effectivement ont pu avoir une certaine portée, et donc il est toujours très difficile, ça c'est une image de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, moi je sais ce qu'on a voulu faire, je sais ce qu'on a voulu dire, en montrant effectivement Marie-Antoinette décapitée sur la façade de la conciergerie. Je sais effectivement comment est venue cette idée. Je peux en faire non seulement la généalogie, mais au fond l'explication dans la série de cette image en mouvement, en justifiant sa présentation d'abord par des explications savantes sur ce que c'est que les saints céphalophores, et après tout on venait de Saint-Denis, hein, et Saint-Denis lui-même portait sa tête, et aussi en essayant de faire comprendre comment toute cette séquence était liée à un imaginaire visuel du XIXe siècle qui était celui du grand Guignol. Voilà. Et que, il nous semblait qu'il y avait suffisamment de signes visuels pour rassurer tout le monde sur le fait que c'était pas du sang, c'était de la guirlande, c'était c'était du voilà, enfin même pas des guirlandes, ou même pas de la poudre, c'était de la poudre non explosive, et donc c'était pas grave. Mais comment on fait à partir du moment où l'image se déborde de son intention et même de son fonctionnement scénaristique pour choquer et pour effectivement produire un effroi qu'on n'avait pas vraiment prévu. Certainement pas en disant « vous n'avez pas vu ce que vous avez vu ». Parce que les gens voient toujours ce qu'ils voient. Et vous ne pouvez pas leur faire croire qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils ont vu. S'ils l'ont vu, ils l'ont vu. Et dès lors, effectivement, se pose cette question de ce que c'est que, une frayeur, une terreur, peur, révérence, comme vous le savez, sont des mots qui sont très liés, et Carlo Ginzburg, qui en a étudié le nouage dans justement notamment à partir du Léviathan, c'est-à-dire à partir de cette image de la terreur sacrée que produit la
puissance d'englobement du politique qui vous happe littéralement et qui amène à cette idée que seule la peur que nous inspire l'État le remplit de sa crainte, que l'État n'est rien d'autre que la peur qu'il inspire, que cette grosse baudruche ne se remplit que de notre consentement, qu'il n'est rien si on n'y croit pas, que du moment où on n'y croit pas, alors c'est comme effectivement ce que Mercier avait vu lorsque on avait fait tomber une statue équestre de Louis XV et que voilà, la statue était tombée à terre et qu'on s'était rendu compte qu'il y avait dans le bronze que de la paille, tout était vide. Statut et souveraineté, tout était vide, statut et souveraineté. Tout cela, effectivement, ne vaut que si on y croit. Et Carlo Ginzburg, dans son étude sur le Léviathan, plus précisément sur le frontispice du Léviathan, 1642, montre magnifiquement que Thomas Hobbes doit trouver lorsqu'il traduit Thucydide, un mot pour désigner ce qui est à la fois une révérence, une peur et une obéissance, et c'est en anglais to awe, c'est-à-dire l'expression que lors de la première guerre du Golfe, l'armée américaine a utilisée pour dire, alors là, on n'est même pas, on est dans la surpropagande, shock and awe, la terreur sacrée que produit le déchaînement de la force. Voyez en somme ce qu'est, quel drôle de médiéviste je suis, et j'en ai bientôt terminé, qui ne cesse de voir à la fois le contemporain en transparence du Moyen-Âge et, comme le disait également Umberto Eco, l'inverse, c'est-à-dire le Moyen-Âge toujours derrière le contemporain. Est-ce que, au fond, saisir les deux en même temps, est-ce que c'est voir double? Est-ce que c'est être, comme le dit Clément Chéroux, l'historien de la photographie, être atteint de diplopie? La diplopie, le fait de voir double, il l'avait magnifiquement décrit dans ses travaux sur justement le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est l'événement le plus photographié du monde et en même temps dont la mémoire a le plus strictement sélectionné les photographies. C'est une atteinte faite au bâtiment. Il n'y a pratiquement pas d'images de cadavres. Il y en avait, mais on ne les a jamais vus. Exactement comme pour Hiroshima, d'ailleurs, qui, comme l'a montré Michael Luken, est un moment où à la fois et la propagande américaine et la propagande impériale japonaise, pour des raisons différentes mais symétriques, décident de ne pas faire voir de morts, mais simplement l'atteinte à la ville, et il n'y a que 3% des images de presse dès le lendemain qui décrivent autre chose que ce que tout le monde a vu. Et à partir du moment où tout le monde voit ça, eh bien, on saisit effectivement par transparence qu'est-ce qu'il y avait à voir. Ce que montre Clément Chéroux, c'est que, au fond, tout de suite,
ce qui est donné à voir de l'attentat du 11 septembre, c'est le rapport avec Pearl Harbor, dont d'ailleurs on était en train de commémorer l'anniversaire. Et effectivement, dire que 9/11 est comme Pearl Harbor, c'est annoncer par avance que les États-Unis vont entrer en guerre. Et dès lors, c'est l'ensemble, au fond, de la propagande photographique qui va reprendre les images iconiques de la bataille du Pacifique, à commencer effectivement par les images des pompiers qui hissent le drapeau comme une des icônes de l'armée américaine et de la société américaine, les soldats de Iwo Jima. Et donc, comme tout de suite, au fond, on voit double, c'est-à-dire qu'à travers le 11 septembre, on voit la guerre du Vietnam, eh bien, la représentation des images va pouvoir les images vont pouvoir elles-mêmes représenter cette ambivalence. Regardez cette extraordinaire image de presse de Willem dans Libération, quelques jours plus tard, comprenant au fond qu'on voit double, comment effectivement, voilà, cette image très célèbre de la guerre du Vietnam est plaqué sur le 11 septembre, ce qui est aussi une manière de dire par avance que peut-être qu'après le 11 septembre, les Américains vont se comporter comme ils se sont comportés au Vietnam. Donc là, vous voyez qu'il y a une sorte de puissance immédiate de l'image qui ne fonctionne bien que parce que, effectivement, on voit double, on voit en transparence. Et est-ce qu'on peut ne pas voir? Et j'en terminerai par là. Est-ce qu'on peut arrêter, effectivement, est-ce qu'on peut détourner le regard? Est-ce que se défendre contre les images, c'est simplement tourner le dos? Il y a une image qu'on n'a pas vue. Une image qui a été une image d'un photographe allemand. Vous avez vu, je ne regarde pas mes notes et donc j'ai oublié comment il s'appelait, mais un photographe allemand du 11 septembre qui a été vu que plusieurs années plus tard parce qu'il la trouvait scandaleuse. Et quand elle est sortie, effectivement, on l'a trouvée scandaleuse. C'est celle-là. On est à Brooklyn et on a l'impression, mais cette impression peut-être nous trompe, que il faisait beau ce jour-là, que des jeunes sont au spectacle de la dévastation et sont eux-mêmes peu dévastés par cette dévastation. Encore une fois, c'est sans doute une impression fausse. On ne peut pas juger une société sur sa mine, on ne peut pas davantage juger sur leur mine des gens qui vivent un événement historique. Rien ne ressemble plus à l'indifférence que la sidération. Mais voilà, cette image-là, elle n'est pas possible. On ne peut pas la voir. Elle a choqué les Américains. Et comment ne pas saisir alors, comme je le disais, toujours voir l'histoire de l'art en transparence des images contemporaines, comment ne pas saisir alors que cette manière terriblement picturale de déporter l'attention du regardeur vers un événement
en périphérie de la scène d'histoire, donc à rebours de ce que Alberti nous apprend à faire. Elle a évidemment toute sa tradition picturale, à commencer effectivement par la chute d'Icare chez Bruegel. Icare qui s'est brûlé les ailes tombe dans l'eau ici, là, vous voyez, il barbote. Et apparemment, ça n'a pas l'air d'émouvoir le paysan qui laboure son champ ou qui cultive son jardin. Je m'arrête là. Je m'arrête là parce que, d'une certaine manière, ça dit toute l'ambiguïté, toute l'ambivalence de cette capacité qu'on a à résister à la force des images. Parce qu'en fait, et on pourrait en parler très longtemps, mais il n'est pas indifférent. Il sait effectivement que Icare s'est brûlé les ailes, mais il fait quelque chose de sa vie qui peut-être est une réponse à ce qu'il prétend ne pas voir et ce qu'il a vu pourtant. Voilà comment, en somme, et là, quand je disais il faut défendre la société, je termine sur des sujets où il faut vraiment défendre la société. On a commencé par les violences faites aux femmes, on termine par le terrorisme. Oui, il faut défendre la société. Il faut la défendre aussi contre les images qu'elle donne d'elle-même. Et la seule façon, au fond, de se libérer de leur emprise, c'est de prendre position. De prendre position face à elles, c'est-à-dire de trouver un angle, un point de vue. Celui, au fond, qui nous fera, comme le paysan de Bruegel, être au cœur de nos vies, affairés à une existence, ne tournant pas le dos à l'événement, mais conscient, au fond, qu'il y a, face à cet événement, pour ne pas être sidéré par lui, une position à prendre. Voilà, je vous remercie de votre attention.